Elle est réveillée lorsque des hommes forcent la cloison de roseaux. Ils la saisissent par les bras et la tirent dans l'abri d'un soldat étranger. Sa voix est étouffée par un cri. Ses enfants sont dehors et ne peuvent qu'écouter. La scène est immédiate, brutale et dépouillée. Un être humain privé de son autonomie et de sa dignité. Ce n'est pas une allégorie. C'est le témoignage qui revient encore et encore dans les archives coloniales et dans le registre squelettique. Des femmes arrachées à leur foyer et contraintes de vivre des situations qu'elles n'ont pas choisies. Si vous appréciez ces histoires sombres, laissez un like et abonnez-vous. Commentez ci-dessous d'où vous nous écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir jusqu'où ces récits voyagent. Les relevés archéologiques dans les habitats andins montrent des changements soudains dans l'architecture domestique et les objets personnels après la conquête, conformes à l'arrivée de nouveaux occupants masculins. Les fouilles à Huánuco Pamper et dans les quartiers coloniaux précoces de Cusco, les descriptions de CCSA de Léon interprétées dans des études stratigraphiques récentes, les chroniqueurs tels que Pedrosa de León et Bernabé, Cobo relatant la saisie de femmes par les Espagnols, suite au pillage et aux mesures de quarantaine. La conséquence immédiate fut l'effondrement de la protection familiale. Pour les femmes, le filet de sécurité sociale s'affaiblit et l'accès à la nourriture et au logement domestique est perturbé. Ce changement prépare le terrain pour les modèles institutionnels qui suivront et introduit les réponses légales qui seront décrites ensuite. Il montre comment la loi et la pratique divergeaient, parfois. En fait, l'encomienda et les premiers systèmes de récompense distribuaient le travail et les personnes, y compris les femmes, aux conquérants espagnols par des concessions royales. Ces attributions au commandant sont documentées dans l'Archivo général de Indias dès les années 1530. Les archives administratives de Lima et de Séville recensent les commandants et incluent leurs obligations de tribut et de travail. Les sources primaires, lettres de conquistadors et documents de nomination royale montrent que les fonctionnaires espagnols traitaient les gens comme des ressources à répartir. Bartolomé de las Casas, dans son récit de 1552, catalogue les abus dont il fut témoin, y compris l'accès sexuel forcé par certains encomenderos. Las Casas présente ces actes à la fois comme des crimes moraux et comme les conséquences d'incitation systémique. Les preuves archéologiques renforcent ce constat textuel. Les changements dans la démographie des cimetières proches des premières villes coloniales, avec des indices accrus de stress chez les squelettes féminins, Cribra orbitalia, hypoplasie de l'émail, indiquent un stress nutritionnel et infectieux. Ces signes correspondent aux premières décennies de l'extraction coloniale. La conséquence immédiate fut un déclin inégal de l'autonomie corporelle des femmes, accompagné de l'imposition de nouvelles obligations fiscales. Cela soulève la question de la manière dont le droit espagnol a tenté, initialement, de réguler ces pratiques, et quel vide juridique rendait l'application inefficace. Ceci sera examiné ensuite. Fait historique. Les lois de Burgos, 1512 et 1513, furent les premières tentatives espagnoles pour réguler le comportement envers les peuples indigènes, y compris les règles sur la christianisation et le travail. Le texte codifié prescrit des protections pour les femmes et les enfants indigènes, imposant aux maîtres d'éviter tout abus. Le langage de l'ordonnance royale originale subsiste dans des compilations juridiques et dans la Correspondence Administrative coloniale ultérieure. Pourtant, sur le terrain, la mise en œuvre locale variait. Les lettres des fonctionnaires royaux et des missionnaires, nombreuses et conservées dans l'Archivo général de Indias, révèlent des disputes sur la conformité des encomenderos aux prescriptions. Les études archéologiques sur les premiers sites de mission montrent l'empreinte physique des missions en tant que centre de contrôle
où les femmes étaient parfois protégées, mais également réinstallées, ce qui les séparait de leurs réseaux familiaux traditionnels. Les missions autour de Lemur et d'Arequipa présentent une stratigraphie cohérente avec une réorganisation démographique soudaine. La conséquence pratique fut l'instauration d'une norme légale avec une application limitée et une contradiction omniprésente entre la loi et la pratique locale. Ces contradictions se sont approfondies au fur et à mesure que la législation royale et la pression ecclésiastique croisaient les demandes des colons. Un croisement que nous explorerons ensuite, la conquête de la politie. Un cas dans les années 1530 a provoqué une rupture sociale immédiate. Les chroniques primaires, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cesa de León et Sarmiento, de Gamboa, relatent la capture et l'appropriation des femmes de l'élite, y compris le concubinage de captifs de haut rang par les dirigeants espagnols après la prise de Cusco. Les lettres contemporaines de Francisco Pizarro et de ses capitaines, ainsi que les registres notariaux du Cusco colonial précoce, listant les allocations de femmes et les tâches domestiques assignées. Les archéologues fouillant les palais de l'élite inca découvrent des inventaires domestiques interrompus par des abandons précipités, avec des céramiques et des outils de production textile laissés sur place. Ces couches correspondent aux saisies et événements de capture documentés. Les restes squelettiques des tombes de haut rang montrent des traumatismes et des déplacements cohérents avec une relocalisation forcée. La conséquence fut à la fois la violation individuelle et l'appropriation symbolique des femmes incas pour légitimer de nouvelles hiérarchies. Cette appropriation a établi un précédent culturel pour le contrôle genré que les institutions coloniales cherchaient ensuite à réguler, ce qui sera le sujet du segment suivant. Fait historique. L'Église s'est rapidement imposée dans la régulation des relations sexuelles après la conquête. Les archives missionnaires des années 1530 à 1560 montrent une implication active du clergé dans les programmes de baptême. Ils interviennent également dans les tentatives pour faire respecter les normes du mariage chrétien, voire la correspondance missionnaire compilée dans les lettres géographiques des ordres dominicains et franciscains. Les visites des évêques ont enregistré des plaintes de femmes qui vivaient avec des Espagnols. Les tribunaux ecclésiastiques, ainsi que les affaires inquisitoriales et matrimoniales, documentent le statut contesté du consentement. Les registres paroissiaux, à partir du milieu du VIe siècle, conservés dans les archives locales, montrent un pic des baptêmes d'enfants de descendance mixte. Ils indiquent également une augmentation des procédures matrimoniales, enregistrant des concubinages antérieurs. Les vestiges archéologiques des cimetières adjacents aux villes coloniales révèlent des modifications des pratiques funéraires, notamment l'usage accru des cimetières chrétiens pour les femmes indigènes, indiquant à la fois conversion et régulation. La conséquence fut un choc entre les normes sociales indigènes concernant le mariage et le droit canon espagnol, laissant les femmes naviguer entre des autorités contradictoires. Cette collision mène directement aux réponses juridiques et sociales mixtes face au concubinage. Ces réponses seront examinées ensuite. Découverte archéologique suivante. Les analyses isotopiques sur les restes des premiers cimetières coloniaux près de Trujillo et Cusco montrent des changements alimentaires chez les femmes, cohérence avec un accès réduit aux aliments riches en protéines après dépossession et relocalisation. Des études utilisant les isotopes du carbone et de l'azote au début du XXIe siècle. Ces marqueurs bioarchéologiques, correspondant aux preuves documentaires des exigences de tribus et de travail, qui affectaient de manière disproportionnée les foyers indigènes. Les recensements coloniaux, tels que le recensement de 1500
70 pour certains corregimientos andins montrent un effondrement rapide de la population. Il existe aussi des déséquilibres démographiques avec des ratios de sexe très biaisés dans certains lieux. Les sources juridiques, des minutes notariales au procès devant l'audience, contiennent des pétitions de femmes cherchant réparation pour exploitation sexuelle et abandon. Beaucoup de ces documents ont été conservés. Ils révèlent des schémas d'union forcée suivis de négligence. Les conséquences sont claires. Stress corporel, fertilité réduite et marginalisation sociale. La manière dont les communautés et les individus ont résisté ou se sont adaptés sera explorée ensuite. Fait d'historique. Les Akalas, ou femmes choisies dans le système Inca, étaient une institution avant la conquête. Les chroniqueurs espagnols comme Garcilaso de la Vega et les administrateurs coloniaux ont écrit sur les Akalas. Elles servaient à la production textile rituelle et comme épouses de prestige. Après la conquête, certaines Akalas furent appropriées et baptisées. Parfois, elles étaient contraintes au service domestique des Espagnols. Les sources ethno-historiques et les visites coloniales documentent leur destin à Cusco et Vilcuaman. Les archéologues fouillant les Akal-Lahuacas et les structures associées ont trouvé la continuité de la spécialisation textile. Mais le contrôle et les destinations de production ont changé. Pour les Akalas, la conséquence fut la perte de protection institutionnelle. Leur travail et leur rôle reproductif ont été redéfinis sous le régime colonial. Cet exemple montre comment les institutions genrées préexistantes ont été détournées par le pouvoir colonial. Un processus qui s'est accéléré dans le contexte domestique sera décrit ensuite. Les analyses squelettiques des cimetières de la période coloniale, sur la côte et dans les hautes terres du Pérou, montrent une augmentation des marques de violence interpersonnelle chez les femmes. On note des fractures partielles et des traumatismes contondants guéris, comparés aux échantillons précoloniaux des mêmes régions. Des comparaisons bioarchéologiques régionales sont publiées dans des rapports ostéologiques spécialisés. Les archives de plaintes matérielles incluent des témoignages de coups et d'agressions liés au foyer dirigé par des hommes espagnols. Le registre archivistique contient des requêtes dans les tribunaux municipaux et ecclésiastiques où les femmes indigènes documentaient des agressions répétées par des patrons ou des soldats. Pris ensemble, les preuves ostéologiques et textuelles montrent un schéma clair. Le pouvoir coercitif s'exerçait par le biais de violences corporelles et de menaces de brutalité. Ce schéma soulève la question de savoir comment les tribunaux coloniaux jugeaient ces plaintes et si la justice était jamais rendue au nom des femmes indigènes. Ce sera exploré dans le segment suivant. Fait d'historique. Les tribunaux coloniaux offraient des voies formelles, bien que limitées, pour adresser ces problèmes. Les registres de l'audiencia et les minutes municipales de Cabo documentent des pétitions de femmes indigènes à travers le XVIe siècle, cherchant entretien, formalisation du mariage ou punition des abuseurs. Ces affaires sont conservées dans l'Archivo General de Indias et dans les archives notariales locales. Cependant, la culture juridique espagnole priorisait la propriété et le statut, dévalorisant souvent le témoignage indigène ou le contraignant par la langue et les procédures. Les tribunaux ecclésiastiques intervenaient, parfois pour contraindre au mariage ou offrir un sanctuaire, mais l'application variait considérablement. La conséquence fut une justice sélective. Certaines femmes obtenaient des règlements ou se remariaient, tandis que beaucoup d'autres restaient vulnérables. Ces disparités et leurs résultats influencèrent la manière dont les familles indigènes élaboraient des stratégies pour protéger les femmes, alimentant de nouveaux modèles d'alliance et de négociation qui seront détaillés ensuite. Preuve. Les registres démographiques des XVIe et XVIIe siècles, les registres paroissiaux, les listes de tribus et les recensements de l'audience montrent l'émergence de modèles de métis et l'augmentation
rapide des enfants de descendance mixte. Les registres baptismaux de l'Église indiquent le nom des mères et notent souvent l'origine sociale des pères. Ces documents sont une source primaire pour comprendre l'ampleur des relations sexuelles entre hommes, espagnols et femmes indigènes. Les premiers registres de Lima, Arequipa et Cusco sont particulièrement instructifs. Les chercheurs compilant ces registres montrent que de nombreux hommes espagnols ne mariaient pas les femmes indigènes, mais engendraient des enfants avec elles. Le statut de ces enfants variait selon la reconnaissance paternelle. L'implication archéologique se voit dans les assemblages domestiques et dans les signatures biogéochimiques des enfants enterrés dans les quartiers mixtes. Ces traces matérielles soulignent la complexité sociale émergeant des relations forcées comme des relations consensuelles. Cela conduit à l'analyse des tentatives des institutions coloniales pour réguler les métis. Fait historique. La législation royale après la conquête a essayé à plusieurs reprises de réguler le comportement des colons. Les nouvelles lois de 1542 visaient à limiter les abus des encomenderos et à protéger les peuples indigènes. Elles sont consignées dans les archives royales et ont suscité la résistance des colons. Les correspondances royales et les révisions judiciaires ultérieures montrent un schéma récurrent des décrets réformistes suivis d'évasions locales, les pétitions des missionnaires à la cour, compilées dans les relations et dans les rapports de figures comme Bartolomé de las Casas, ont exercé une pression pour une application plus stricte des protections pour les femmes indigènes, mais l'application restait inégale. La conséquence fut une ambiguïté juridique et la persistance de pratiques locales qui subordonnaient les droits des femmes aux intérêts des colons. Cette ambiguïté a façonné le quotidien et sera examinée ensuite à travers des études de cas conservées dans les archives de procès. Preuve. Les micro-histoires dans les archives de l'Audiencia et Municipale révèlent des récits individuels illustrant des schémas plus larges. Par exemple, une série de pétitions du XVIe siècle déposées par des femmes indigènes dans les archives de l'Audiencia de Cusco documente la coercition exercée par les encomenderos et les soldats et demande pension alimentaire ou reconnaissance du mariage. Certaines affaires se sont soldées par des règlements, d'autres ont été rejetées. Ces documents sont corroborés par les registres paroissiaux et parfois par des témoignages notariés. Les données bioarchéologiques des villes correspondantes, marqueurs de stress, traumatisme, biens funéraires différenciés, coïncidant dans le temps avec ces documents juridiques. L'implication est que les archives légales et les preuves squelettiques forment ensemble un témoignage convergent. Les corps et les moyens de subsistance des femmes ont été remodelés par la violence systémique de la conquête. À partir de ces schémas, les chercheurs ont reconstruit des réseaux d'exploitation qui seront explorés dans le chapitre suivant. Fait historique. La mita et d'autres formes de travail forcé ont perturbé les divisions du travail genrées indigènes. Les corvées coloniales, les listes de mita et les registres de repartimiento conservés dans les archives administratives coloniales montrent comment les foyers étaient dépouillés d'adultes en âge de travailler, souvent laissant les femmes avec des responsabilités accrues pour la subsistance et une vulnérabilité aux prédations extérieures. Les sources ethno-historiques rapportent que les femmes assumaient de nouvelles charges et étaient parfois ciblées pour des abus sexuels lorsque les hommes étaient absents. Les traces archéologiques montrent des changements dans la production domestique, la réduction des activités artisanales et des modifications des installations de stockage dans les sites andins. Les conséquences comprenaient une exposition accrue des femmes aux circuits de travail coloniaux et une capacité réduite de résistance locale
Ces dynamiques de travail seront reliées aux maladies, à la famine et à l'effondrement démographique qui seront explorés ensuite. Preuve. Les épidémies ont dévasté les populations indigènes au XVIe siècle. Les reconstructions épidémiologiques, utilisant les listes de mortalité documentaires et les profils d'âge bioarchéologiques, montrent un déclin de la population. Les chroniques contemporaines détaillent des vagues de variole et d'autres maladies, introduites après le premier contact européen. Ces récits apparaissent dans les lettres des premiers administrateurs coloniaux et dans les chroniques de Chi, de Léon et de Garcilaso. L'impact épidémiologique a affecté de manière disproportionnée les structures communautaires. L'orphelinat et la perte des protecteurs masculins ont laissé les femmes plus exposées à l'exploitation. Les données squelettiques, provenant de fosses communes et de cimetières, montrent une mortalité juvénile élevée et une signature démographique d'effondrement. L'implication est que la maladie a multiplié la vulnérabilité des femmes aux relations coercitives et a créé une dislocation sociale qui a facilité des schémas de domination sexuelle. Cela sera examiné ensuite en relation avec la culture militaire. Fait historique. La culture militaire espagnole et la vie de garnison ont façonné les dynamiques locales. Les rôles de rassemblement, les listes de soldes et les registres de garnison des premières villes coloniales décrivent la taille et le déploiement des contingents militaires. Les rapports des gouverneurs à la cour signalent des problèmes de discipline et de désertion. Les chroniqueurs documentent le comportement des soldats dans les villes nouvellement fondées, y compris des cas de pillage et de saisie de femmes après des engagements. Les fouilles archéologiques des premières casernes et postes avancés coloniaux montrent des preuves matérielles d'espaces dominés par des hommes, adjacents aux quartiers indigènes. Ces espaces créaient des opportunités d'appropriation et de violence. Les conséquences incluaient la disponibilité routinisée des femmes indigènes pour les soldats et mercenaires, souvent en dehors de toute sanction légale formelle. Cet environnement sera relié ensuite au phénomène de concubinage et au langage juridique spécifique qui a émergé pour le réguler. Preuve. Les instruments juridiques, tels que les contrats notariaux, accords de dot et requêtes dans les tribunaux matrimoniaux, montrent comment le concubinage et les unions informelles étaient négociés. Les archives notariales de Lemur et d'autres centres conservent des affaires où des femmes indigènes demandaient des dots, un entretien ou une reconnaissance de la part de partenaires espagnols. Certains documents incluent des listes de témoins et des inventaires de biens, documentant les dépendances économiques créées par ces relations. Ces dossiers judiciaires, lorsqu'ils sont associés aux registres paroissiaux des mariages légaux ultérieurs, illustrent un cycle juridique complet, union coercitive, intervention ecclésiastique et parfois formalisation. L'implication est que la loi est devenue un marché à travers lequel certaines femmes pouvaient obtenir des ressources, mais l'accès dépendait de leur statut et de la volonté des hommes à être responsables. Cette tension entre loi et application cadre le chapitre suivant sur le plaidoyer missionnaire et la critique morale. Fait historique. Les missionnaires ont enregistré les abus et ont plaidé pour la protection des indigènes. Des figures comme Bartholomé de las Casas et des frères dominicains ont documenté la violence sexuelle et ont exercé des pressions sur la couronne. Le traité de las Casas de 1552 et ses lettres à Charles Le Quint, ainsi que les rapports des visites missionnaires, compilés dans les archives épiscopales, incluent des témoignages directs d'abus sexuels, d'abandon et de cohabitation forcée. Archéologiquement, les couvents missionnaires montrent à la fois des fonctions protectrices et de contrôle. Les quartiers des femmes étaient parfois utilisés pour concentrer les populations en vue de la conversion, mais aussi pour faciliter la surveillance. La conséquence fut une pression morale de l'Église
qui, parfois, entraînaient des changements juridiques, mais n'éliminaient pas l'exploitation. L'écart entre l'enseignement éthique et la pratique locale sera examiné ensuite dans l'interaction entre incitations économiques et injonctions morales. Preuve. Les registres fiscaux et les cadastres coloniaux révèlent les incitations économiques pour les colons à maintenir l'accès à la main-d'œuvre indigène et à consolider des foyers incluant des femmes indigènes pour la production domestique. Les registres comptables et les livres de commerce montrent des profits liés aux productions des encomenderos et à la production textile, souvent réalisés par des femmes indigènes sous la supervision espagnole. Le témoignage matériel, poids de métiers à tisser, fuseaux et fragments textiles trouvés dans des contextes coloniaux, attestent le rôle central des femmes dans la production. L'implication est claire. Les systèmes économiques créaient des incitations pour les colons à contrôler le travail et les capacités reproductives des femmes indigènes. Cette motivation économique aide à expliquer pourquoi les lois contre les abus étaient souvent inefficaces, un sujet qui sera examiné à travers des conflits municipaux spécifiques. Fait historique. Les cabots municipaux et les élites locales contestaient les directives royales lorsque l'application menaçait le pouvoir local. Les minutes de cabildos conservées dans les archives municipales des Andes enregistrent des pétitions de colons résistant aux limites royales sur les encomenderos et sur la conduite sexuelle jugée privée par les colons. Ces archives montrent une économie politique où la gouvernance locale protégeait souvent les colons de la loi métropolitaine. Les dépôts archéologiques dans les centres municipaux montrent l'accumulation de richesses matérielles par les élites locales, concomitante à la dépossession des quartiers indigènes. Conséquence, la politique locale soutenait souvent des structures d'exploitation qui affectaient les perspectives de justice pour les femmes. La tension entre la loi centrale et la réalité locale invite à examiner les stratégies de résistance mises en place par les communautés indigènes. Preuve suivante. Les pétitions communautaires indigènes, souvent rédigées avec l'aide d'interprètes et de notaires, ont survécu dans les archives coloniales et documentent la résistance collective aux abus des femmes par les Espagnols et les Créoles. Ces pétitions, parfois adressées à la couronne, combinaient argumentation juridique et appel au droit préconquête. Elles sont conservées dans l'Archivo General de Indias et dans les archives locales de Cabos. Un exemple notable inclut les pétitions communautaires de la région d'Ayacucho réclamant réparation pour les femmes saisies lors de raids. Les corrélats archéologiques, tels que les compounds communautaires rétablis, les dispositifs défensifs et les changements dans les schémas de peuplement, montrent que les communautés se réorganisaient pour protéger les femmes et les enfants. L'implication est que l'agency indigène se manifestait à la fois par les voies juridiques et les stratégies spatiales. Cela conduit au segment suivant sur la reconfiguration démographique et familiale. En fait, les structures familiales ont été modifiées sous la domination coloniale. Les registres paroissiaux, inventaires domestiques et testaments documentent les changements dans les réseaux de parenté et les pratiques d'héritage. Les testaments et listes de dot montrent comment certaines familles tentaient de sécuriser l'avenir des femmes par des arrangements matrimoniaux et des transferts de biens, parfois à des hommes espagnols, parfois au sein des réseaux indigènes. Les archéologues analysant les assemblages domestiques observent des changements dans les biens ménagers, révélant une redistribution des ressources et une modification du travail domestique. La conséquence fut un réagencement des protections et des vulnérabilités familiales qui a façonné le parcours de vie des femmes. Ce réagencement alimente le chapitre suivant sur les enfants de parenté mixte et leur position juridique et sociale. Preuve. Les registres baptismaux et de légitimation révèlent comment les enfants de descendance mixte étaient enregistrés et intégrés.
Les registres paroissiaux incluent souvent une note lorsque l'enfant était né hors mariage. Et si le père reconnaissait sa paternité, les pétitions légales pour légitimation et héritage sont présentes dans les collections notariales. Ces cas montrent comment les mères cherchaient à assurer la sécurité matérielle de leurs enfants. Les preuves archéologiques, telles que la différenciation des sépultures et les biens funéraires liés au statut du foyer, montrent des résultats variables pour les enfants mixtes selon le soutien paternel. L'implication est que le travail reproductif des femmes produisait des revendications sociales et que les mères naviguaient dans le système légal colonial pour sécuriser ses droits, ce qui conduit ensuite aux tentatives institutionnelles spécifiques pour réguler la moralité et le mariage. Fait historique. Les tribunaux ecclésiastiques ont de plus en plus régulé le concubinage à travers les pratiques pénitentielles et les tribunaux matrimoniaux. Les causes matrimoniales, enregistrées dans les archives ecclésiastiques, incluent des affaires où les prêtres tentaient de contraindre des mariages ou d'exiger une pénitence. Les registres montrent une application variable selon les diocèses. La formation en droit, canon et les décrets épiscopaux visaient à standardiser l'intervention, mais les capacités des prêtres locaux variaient. Les archives démontrent que, bien que certaines femmes aient obtenu mariage et protection via les canaux ecclésiastiques, beaucoup d'autres n'en ont pas bénéficié. La conséquence fut une réparation partielle au mieux, et un rôle de l'Église qui renforçait parfois le contrôle patriarcal. La prochaine analyse considérera le coût social, documenté par les chirurgiens et praticiens médicaux de l'époque. Preuve. Les notes des médecins et les inventaires pharmaceutiques des hôpitaux coloniaux offrent un regard inédit sur la santé des femmes. Les registres hospitaliers, conservés dans certaines archives urbaines coloniales, énumèrent les plaintes, les traitements et parfois les témoignages de femmes cherchant refuge après agression ou abandon. Les textes médicaux contemporains, utilisés par les chirurgiens et pharmaciens coloniaux, cataloguaient les infections sexuellement transmissibles et leurs traitements et circulaient parmi le personnel médical colonial. Le registre bioarchéologique montre des marqueurs squelettiques d'infections chroniques et de maladies pelviennes dans les restes féminins des cimetières coloniaux, parfois déduites de lésions cicatrisées et d'indicateurs pathologiques. L'implication est que la violence sexuelle avait des conséquences sanitaires mesurables, avec une morbidité à long terme. Cette dimension médicale sera reliée ensuite au statut économique et social des femmes ayant survécu à ces abus. Fait historique. Toutes les femmes indigènes n'ont pas vécu les mêmes expériences. Le statut, le lieu et le rôle social pré-conquête importaient. Les lignées nobles incas, les spécialistes rituels et les akalas ont suivi des trajectoires différentes, des femmes paysannes rurales ou des artisanes urbaines. Les sources ethno-historiques, listes de lignées, exemptions de tribus et pétitions d'élite montrent un traitement différencié. Les contextes archéologiques montrent également une variation dans les biens funéraires et dans la préservation des sépultures de haut statut, ce qui suggère des destins différenciés. La conséquence est une image nuancée. Bien que la violence sexuelle et la coercition aient été répandues, leur fréquence et leur forme variaient selon la position sociale. Cette stratification soulève la question de savoir comment certaines femmes ont tenté de négocier le pouvoir, ce que le segment suivant aborde à travers des biographies individuelles tirées des archives. Preuve. Les dossiers individuels dans les archives d'Audiencia et Notariales permettent des reconstructions microbiographiques. Les procès notariaux, les registres de tutelle et les inscriptions baptismales créent des récits de femmes qui ont poursuivi pour pension alimentaire, qui ont mobilisé des réseaux familiaux ou formé des alliances avec des institutions religieuses pour se protéger.
On peut suivre une séquence dans plusieurs cas où des femmes, avec l'aide de voisins et de parents, ont forcé des hommes espagnols à fournir des dots ou à accepter le mariage. Ces dossiers, lorsqu'ils sont croisés avec les vestiges matériels, les inventaires domestiques et les lieux de sépulture, montrent des stratégies concrètes de survie et de négociation. L'implication est que résistance et adaptation existaient parallèlement à la victimisation et que les mécanismes légaux et communautaires étaient parfois efficaces. Le chapitre suivant analysera les conséquences à long terme sur les rôles de genre dans la société coloniale. Fait historique. Au cours du XVIIe siècle, l'ordre social colonial s'est stabilisé en modèles hiérarchiques avec des catégories racialisées. Les peintures de caste et les catégories légales, les registres de Sangre, illustrent la codification du statut par l'ascendance. Les registres paroissiaux et les recensements annotaient systématiquement les mestizos, d'une manière qui affectait les droits légaux et la mobilité sociale. Les distributions archéologiques de biens et de logements dans les villes coloniales reflètent ces hiérarchies. La conséquence fut une inégalité institutionnalisée qui a façonné les perspectives de vie des femmes, affectant la capacité à se marier, les droits de propriété et les protections légales. Cette incorporation institutionnelle de la violence sexospécifique informe la manière dont la mémoire et la représentation ont évolué, explorée ensuite. Preuve. Les sources littéraires et picturales de la période coloniale, le manuscrit de Guamán Poma, les rapports administratifs et les peintures de caste fournissent des preuves de représentation de la manière dont les relations entre hommes espagnols et femmes indigènes étaient perçues et régulées. La nouvelle chronique de Guamán Poma contient des plaintes détaillées sur les abus et des pétitions pour la justice, servant de voix indigène principale dans les archives coloniales. La persistance des communautés de lignage mixte et le témoignage matériel de leur quartier suggèrent que, malgré la répression légale, les réalités sociales ont produit de nouvelles identités stables. L'implication est que les représentations coloniales ont à la fois obscurci et révélé les schémas d'exploitation, conduisant à une mémoire contestée, qui sera analysée ensuite à travers les pratiques funéraires et la commémoration. Découverte archéologique. Les schémas d'inhumation dans les cimetières urbains montrent une continuité et changement dans les pratiques de commémoration. Les fouilles à Lemur, Cusco et dans d'autres centres urbains coloniaux révèlent des cimetières stratifiés où des individus indigènes et mixtes sont inhumés dans les enclos d'églises, aux côtés de créoles et d'espagnols, parfois séparés selon le statut. Les assemblages d'artefacts et les marqueurs ostéologiques indiquent un traitement différentiel dans la mort, différence dans les biens funéraires, l'orientation et l'emplacement du cimetière. Ces pratiques reflètent une négociation sociale autour de l'appartenance et de la mémoire. La conséquence est que le traitement des morts révèle les hiérarchies sociales et fournit des preuves des effets sociaux à long terme de l'appropriation sexuelle. Cela incite à une investigation sur la survie culturelle et l'adaptation des femmes indigènes. Preuve. Les sources ethno-historiques et l'archéologie montrent des stratégies de résilience, la continuité des traditions textiles, la vénération des sanctuaires locaux et des pratiques syncrétiques maintenues par les femmes, les fragments textiles, fuseaux et motifs iconographiques récupérés dans des contextes domestiques coloniaux démontrent la continuité de l'artisanat et des activités rituelles féminines. Les archives testimoniales et les pétitions montrent souvent des femmes invoquant les droits pré-conquête et les ancêtres pour légitimer leurs revendications, indiquant une persistance culturelle dans le langage juridique. L'implication est que, malgré la dépossession et la coercition, les femmes indigènes étaient des agents de transmission culturelle et de résistance.
Le segment suivant examinera les trajectoires démographiques à long terme et comment elles ont façonné les siècles coloniaux suivants. Fait historique. La reprise démographique dans les Andes fut inégale. Les registres paroissiaux et les recensements de population des XVIIe et XVIIIe siècles montrent une stabilisation progressive dans certaines régions et un déclin continu dans d'autres. Les historiens reconstruisent ces tendances à partir de séries de retours paroissiaux et de registres fiscaux. Les conséquences démographiques affectaient les marchés matrimoniaux, l'offre de travail et l'organisation sociale. Le travail reproductif des femmes restait central pour la récupération communautaire. Les séquences archéologiques montrent des changements dans la densité de peuplement et la taille des foyers, correspondant à ces variations démographiques. Les implications incluent des rôles de genre et des attentes de travail modifiées qui ont persisté jusqu'aux périodes coloniales tardives et républicaines. Une transition qui sera explorée ensuite à travers la continuité et le changement juridique. Les archives légales des dernières décennies coloniales montrent la continuité des schémas antérieurs, mais également des réformes progressives. Le droit matrimonial, les statuts de dot et les institutions charitables au XVIIIe siècle offrent de nouveaux mécanismes de soutien économique pour les femmes. Les documents d'archives enregistrent des donations charitables à des couvents et hôpitaux qui accueillaient des femmes indigènes ou mixtes, parfois offrant refuge et éducation. Les vestiges architecturaux des couvents et hôpitaux charitables confirment les rapports archivistiques sur ces institutions qui prenaient en charge les femmes à risque. L'implication est que, à la fin de la période coloniale, un patchwork de soutien institutionnel existait, mais qu'il ne remédiait que rarement au siècle de coercition. Cela conduit au chapitre suivant sur le témoignage des femmes et la mémoire écrite. Preuve. Les voix indigènes et mixtes apparaissent dans une variété surprenante de formes écrites, pétitions, témoignages devant notaires et déclarations autobiographiques occasionnelles. Des documents comme la Nouvelle Chronique de Guaman Poma et les pétitions indigènes à la cour révèlent comment les griefs des femmes étaient consignés et comment elles encadraient les abus dans des langages juridiques familiers. Ces sources textuelles sont cruciales pour reconstruire l'expérience subjective lorsqu'elles sont complétées par des preuves matérielles. La conséquence est qu'un enregistrement, bien que fragmentaire, fournit un témoignage direct du préjudice et de la résistance. Ensuite, nous examinerons comment ces témoignages ont été reçus dans les tribunaux métropolitains. Fait historique. Les appels à la couronne espagnole se poursuivirent jusqu'à la fin du XVIe et au XVIIe siècle. La correspondance royale et les décisions d'audiencia, conservées dans les archives métropolitaines, montrent certaines annulations d'abus locaux, incluant des ordres de restitution et des amendes. Cependant, l'application dans les colonies lointaines restait inégale. Les cas où la couronne est intervenue soulignent à la fois la disponibilité d'une justice supralocale et les limites pratiques de sa portée. Le schéma archivistique indique que l'idéologie métropolitaine et la réalité coloniale restaient en tension. Les femmes étant prises entre protection rhétorique et vulnérabilité concrète. Le chapitre suivant évalue l'héritage culturel de ces dynamiques pendant les transitions vers l'indépendance. Preuve. L'ère de l'indépendance et la transition républicaine n'ont pas immédiatement réécrit les relations sociales. La continuité des archives, les registres paroissiaux et les titres fonciers démontrent des hiérarchies persistantes et des régimes de propriété qui continuaient de contraindre les femmes indigènes et mixtes. Les codes juridiques du XIXe siècle codifiaient la propriété et les relations matrimoniales, mais l'inégalité sociale demeurait enracinée. La continuité archéologique dans les schémas d'implantation et la production artisanale
montre la persistance culturelle malgré les changements politiques. L'implication est que la violence sexuelle et la dépossession de l'époque coloniale ont eu des conséquences structurelles à long terme jusqu'à l'ère républicaine, préfigurant les conditions pour les inégalités de genre futures. Ensuite, nous retracerons la mémoire culturelle et la politique de la représentation historique. Preuve. L'historiographie de la conquête et des expériences des femmes indigènes a évolué au fil des siècles. Les premiers chroniqueurs mettaient l'accent sur les récits de conquête. Les historiens et archéologues ultérieurs ont retrouvé des preuves matérielles qui compliquent ces récits. Les travaux modernes en histoire, archéologie, bioarchéologie et recherche archivistique critique ont mis en lumière l'expérience des femmes et les impacts corporels de la conquête. La conséquence est une compréhension plus nuancée, fondée sur des preuves solides de la violence sexuelle et de l'exploitation institutionnelle. Pourtant, la mémoire publique reste souvent sélective. Cette rupture éclaire les débats actuels sur la commémoration et la restitution, qui seront abordés ensuite avec une attention particulière aux efforts de rapatriement et de mémorialisation. Fait. Les campagnes de rapatriement et les projets mémoriels récents s'appuient sur l'archéologie et les archives pour reconnaître les injustices coloniales. Des expositions muséales, des initiatives communautaires et des mémoriaux au Pérou et dans les pays voisins invoquent les preuves ostéologiques et les témoignages documentaires comme fondement. La recherche archivistique sur la provenance des collections et les rapports de terrain soutiennent ces démarches. La conséquence est l'apparition d'une prise de conscience publique où les preuves forensiques et l'histoire écrite façonnent les politiques de mémoire. Le segment suivant examinera les défis éthiques posés par la représentation de la violence sexuelle dans les musées et dans l'histoire publique. Preuve. Les rapports curatoriaux et les projets d'histoire publique montrent des tensions réelles. Comment exposer des ossements ou des documents juridiques sans blesser de nouveau les communautés descendantes? Comment situer la violence sexuelle dans un ensemble plus large de violences coloniales? Les consultations communautaires, présentes dans les rapports, soulignent que les voix des descendants doivent orienter l'interprétation. Dans certains projets, l'analyse forensique et les récits archivistiques ont été utilisés avec prudence pour rapatrier des restes, présenter des excuses ou créer des panneaux explicatifs qui exposent les causes et les conséquences. L'implication est une complexité éthique réelle. Dire la vérité exige une sensibilité profonde et la participation des communautés concernées, un principe qui prépare le terrain du segment final et réflexif. Preuves et faits. Les collections ostéologiques, les pétitions juridiques, les lettres missionnaires et les registres coloniaux forment ensemble un témoignage convergent. La dépossession systématique, les régimes de travail coercitifs et la violence sexuelle fréquente contre les femmes indigènes furent des éléments structurels des premières sociétés coloniales. Les sources primaires, le récit de Las Casus de 1552, la série notariale de Gabino Servin et les commentaires de Garcilaso, combinés aux signatures archéologiques, au stress alimentaire isotopique, aux marqueurs de traumatisme et aux changements dans la production domestique, apportent une confirmation interdisciplinaire. La conséquence morale n'est pas seulement la connaissance historique, c'est aussi la reconnaissance des traces matérielles durables laissées sur les corps et sur les communautés. Cette synthèse nous conduit à une réflexion finale. Que nous demandent réellement ces vérités documentées? Réflexion finale. La documentation est brute et cumulative. Les codes juridiques ont tenté de protéger. Les missionnaires ont protesté, les tribunaux ont parfois jugé, mais les incitations structurelles de la conquête, de l'encomienda, du tribut et de la domination militaire ont produit des violations répétées dont les traces restent visibles
dans les eaux et dans les archives. Cet héritage apparaît dans les cimetières, les registres paroissiaux, les pétitions notariales et dans le tissu même des villes marquées par la dépossession. Porter ces faits, c'est porter une vérité amère. L'érosion de l'autonomie corporelle et de la protection sociale constitua un tort profond, dont les conséquences traversent les générations. Le rôle de l'historien est de rassembler les preuves, de laisser les documents et les ossements témoigner, sans artifice. La tâche éthique est de se souvenir avec honnêteté et de soutenir les revendications des communautés descendantes en matière de restitution et de commémoration, en comprenant que ce qui s'est produit dépasse la perte de vies humaines. C'était une violation systématique des personnes et de leurs droits, inscrite dans la loi et dans la chair, qui exige aujourd'hui une reconnaissance sans détour.